L'Alaska n'est pas seulement une terre de glaciers et de forêts infinies. C'est un endroit où les gens disparaissent, comme si la terre elle-même les engloutissait. Touristes, scientifiques, familles entières. Ils s'aventurent dans la nature sauvage et ne reviennent jamais. On y trouve des tentes déchirées, sans aucun signe de lutte, des sacs à dos suspendus à la cime des arbres, des chaussures dont les lacets ont été retirés et des effets personnels soigneusement rangés à des endroits inaccessibles à l'homme. Et à chaque fois, il n'y a ni indice ni réponse. Que cachent ces terres? Pourquoi des touristes et des explorateurs expérimentés, qui connaissent que toutes les règles de survie, disparaissent-ils sans laisser de traces dans les montagnes et la toundra? Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 disparitions qui sont devenues non seulement des tragédies, mais aussi des mystères qui effraient de même les sauveteurs les plus chevronnés. Commençons par l'histoire de Fred Larson, ingénieur et voyageur expérimenté qui, à l'été 1987, est parti en randonnée en solo au pied du mont Ilia et n'a jamais été revu. Fred Larson avait 36 ans. Il connaissait bien la nature sauvage. Ingénieur civil originaire de l'Oregon, il passait toutes ses vacances à la montagne. C'était un randonneur solitaire expérimenté, méthodique et prudent. Il savait lire une carte, manier une arme et surtout respecter la nature sauvage. L'Alaska était le rêve de sa vie. En juin 1987, il a enfin pu le réaliser en atterrissant à Port Ellsworth. Ce petit village sert de porte d'entrée au parc national du lac Clark. Son projet était ambitieux, mais réalisable pour quelqu'un de son niveau. Une randonnée en solo de 3 jours sur un itinéraire peu connu au pied du mont Ilia. Le matin du 14 juin, il s'est présenté comme prévu au poste des gardes forestiers. Il a laissé une copie de son itinéraire, indiqué la date prévue de son retour, le 17 juin, et, après avoir enfilé son sac à dos usé sur ses épaules, il est parti. Lorsque Fred n'est pas revenu le 17, personne ne s'est affolé. Dans des endroits comme celui-ci, un retard d'1 jour ou 2 est courant. Une petite rivière peut gonfler après la pluie et couper le chemin du retour. Une légère indisposition peut obliger un touriste à passer la journée dans une tente. Mais comme il ne s'était pas présenté le 19 et que son nom ne figurait pas sur la liste des passagers au départ de Port Ellsworth, les gardes forestiers ont donné l'alerte. Les opérations de recherche ont commencé depuis les airs. Des pilotes de petits avions ont survolé pendant des heures la route présumée de Fred, scrutant le tapis vert infini de la taïga. C'était une tâche presque désespérée. Trouver une personne dans cet océan d'arbres revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les jours passaient sans résultat. L'espoir s'amenuisait à chaque lever du soleil. Puis, le 10e jour après sa disparition, le 24 juin, le pilote d'un des avions de recherche aperçut quelque chose. C'était une petite tache de couleur inhabituelle, à peine discernable dans une clairière, lorsque l'hélicoptère transportant les sauveteurs atterrit à proximité. Ils comprirent qu'ils avaient trouvé le campement de Fred, et ce qu'ils virent les alarma immédiatement. La petite tente individuelle était plantée sur un sol plat, mais l'une de ses parois avait été déchirée. Ce n'était pas une coupure nette faite avec un couteau. Le tissu était déchiré et étiré, comme si quelque chose de gros et de puissant l'avait déchiré. L'intérieur de la tente était en désordre. Un sac de couchage vide gisait froissé à l'entrée, comme si quelqu'un en était sorti en panique en un instant. Une lampe de poche gisait à proximité, toujours allumée. Les piles étaient à plat, mais l'interrupteur était en position on. Cela suggérait que quelque chose s'était passé pendant la nuit. Mais le plus étrange était ce qui n'était pas dans la tente.
Il n'y avait aucune trace de sang, aucun morceau de vêtement. Il n'y avait aucun signe de lutte à l'intérieur. Et, plus important encore, il n'y avait aucune trace autour de la tente. Le sol était recouvert d'une mousse molle qui aurait conservé toute empreinte, qu'elle soit celle d'une lourde botte humaine ou d'une patte d'ours. Mais la mousse était intacte. Il semblait que ce qui avait déchiré la tente n'avait pas marché sur le sol. Les gardes forestiers, expérimentés, ont immédiatement pensé à un grizzly. La déchirure dans la tente ressemblait à une marque de griffe. Un réveil soudain dans la nuit, la panique. Tout concordait. Ils ont commencé à passer la zone au peigne fin, à la recherche de traces du prédateur. Ils n'ont rien trouvé. Pas une seule empreinte de patte. Pas une seule égratignure sur les arbres. Pas d'excréments. Rien qui indique la présence d'un gros animal dans les environs. Puis l'un des sauveteurs, qui examinait la lisière de la forêt, leva les yeux et se figea. « Les gars, venez voir ça !» dit-il à la radio, la voix pleine de perplexité. À environ 15 mètres du camp, tout en haut d'un grand sapin ancien, pendait le sac à dos de Fred. Il était suspendu à au moins 9 mètres de hauteur. L'une de ses sangles était soigneusement accrochée à un morceau de branche cassé près du tronc. Le sac à dos n'avait pas été jeté là. Il se serait emmêlé dans les branches inférieures. Il avait été placé là délibérément. Le sac à dos au sommet de l'arbre devint l'élément central de ce mystère. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était le symbole de l'irrationalité absolue de ce qui s'était passé. Pour l'atteindre, l'un des gardes forestiers les plus expérimentés, un grimpeur professionnel, dut utiliser un équipement spécial. Lorsqu'il descendit le sac à dos au sol, le mystère s'épaissit. Tout d'abord, le tronc de l'arbre était lisse, sans aucune entaille ni éraflure. Il n'y avait aucune trace de griffes d'ours qui aurait pu grimper jusqu'à cet endroit. Il n'y avait aucune trace d'équipement d'escalade ni de bottes humaines. Personne ni rien n'avait grimpé à cet arbre depuis le sol. Deuxièmement, le contenu du sac à dos. Il était presque complet. À l'intérieur se trouvaient dans les documents de Fred, son portefeuille avec de l'argent, une carte routière, une boussole, un briquet et une petite réserve de nourriture. Tout était à sa place. Cela excluait le vol, mais surtout, son revolver Ruger Super Blackhawk, calibre .44, était dans son étui, dans la poche latérale. Une arme puissante capable d'arrêter un ours. Elle n'avait pas été utilisée. Les 6 balles étaient Kumadi toujours là. L'homme qui avait paniqué et sauté hors de la tente pendant la nuit n'avait pas pris l'arme avec lui, même si elle se trouvait dans son sac à dos. Au lieu de cela, le sac à dos s'était retrouvé d'une manière ou d'une autre au sommet d'un arbre. La version officielle de l'attaque de l'ours commençait à s'effondrer. Oui, un ours aurait pu déchirer la tente, mais il n'aurait pas suspendu le sac à dos soigneusement à un arbre. Il l'aurait mis en lambeaux à la recherche de nourriture. Il aurait laissé des traces. Et si un ours avait traîné Fred, il y aurait certainement eu des traces de traînée et du sang sur le sol. Mais il n'y avait rien. Là, les recherches se poursuivirent avec une vigueur renouvelée, en se concentrant désormais sur un mobile criminel. Peut-être Fred avait-il rencontré des braconniers ou des mineurs illégaux, mais cette version n'expliquait pas les détails essentiels. Pourquoi des criminels auraient-ils tué un touriste, puis pris le temps et la peine de jeter son sac à dos dans un arbre? C'était une démarche absurde et risquée. Les jours se transformèrent en semaines. Les équipes de recherche passèrent la zone au peigne fin. 3 semaines après la découverte du campement, un groupe de bénévoles fit une découverte capitale. À environ 1,5 km du campement, dans un creux marécageux, ils trouvèrent la chaussure de randonnée de Fred. Celle était à moitié enfoncée dans la boue. Elle s'était lacée. Le pied à l'intérieur avait disparu. Les experts légistes examinèrent la chaussure et ne trouvèrent aucune trace de dents ou de griffes. Le cuir était intact. Le pied avait simplement été retiré sans endommager la chaussure.
Ce fut la dernière chose qui fut retrouvée appartenant à Fred Larson. Son corps ne fut jamais retrouvé. L'affaire était dans une impasse. Malgré toutes les incohérences, la conclusion officielle était la suivante. Disparu, présumé mort à la suite d'une attaque d'ours. C'était une formulation pratique et simple qui permettait de clore l'affaire. Mais aucun de ceux qui avaient bien travaillé sur l'affaire n'y croyait. Dans des conversations informelles, les gardes forestiers ont évoqué une autre possibilité, bien plus troublante. Ils ont parlé d'une autre créature vivant dans ces bois. Pas un ours ni un homme. Les Indiens d'Enina de la région racontent des légendes sur des hommes velus ou Nantunek, des créatures qui ressemblent à des humains mais sont couvertes de fourrure, possèdent une force énorme et peuvent se déplacer dans la forêt sans laisser de traces. Ils sont connus pour voler parfois les gens ou les espionner à distance. Ils ne sont généralement pas agressifs, mais parfois, une créature de ce genre aurait-elle pu s'intéresser au campement de Fred? Aurait-elle utilisé sa force pour démolir la tente, puis, par curiosité ou selon une logique incompréhensible, jeter le sac à dos dans un arbre? Cette version explique l'absence d'empreintes. Si la créature s'est déplacée à travers les arbres, la hauteur incroyable à laquelle le sac à dos a été retrouvé et l'absence d'armes utilisées, peut-être que tout s'est passé si vite que Fred n'a tout simplement pas eu le temps de réagir. Nous ne saurons jamais la vérité. L'histoire de Fred Larson n'est pas seulement le récit de la disparition d'un touriste. C'est l'histoire d'une rencontre avec quelque chose qui ne correspond pas à notre vision du monde. Quelque chose de puissant, d'intelligent, mais qui fonctionne selon une logique qui nous est totalement étrangère. Quelque chose qui peut détruire votre refuge, puis, comme pour se moquer de vous, accrocher votre sac à dos au sommet d'un arbre, laissant les sauveteurs et les enquêteurs complètement perplexes. Mais ce ne sont que des suppositions issues d'un mythe sans aucune preuve objective pour les étayer. Le docteur Samuel Holloway était un homme de science. En tant que biologiste de terrain spécialisé dans les écosystèmes arctiques, il était habitué à l'ordre, aux données et aux conclusions logiques. Pour lui, la nature était un système complexe mais connaissable. En septembre 1995, lui et son fils Elias, âgé de 17 ans, ont installé un petit camp de recherche dans le cours supérieur de la rivière Noatak. Leur mission consistait à prélever des échantillons de mousse et de lichen afin d'étudier les effets du changement climatique. Pour Samuel, c'était du travail. Pour Elias, c'était une aventure. Il avait grandi au rythme de ses expéditions, était expérimenté et responsable pour son âge, connaissait bien la nature sauvage et était l'assistant indispensable de son père. Le 3 octobre était une journée inhabituellement calme pour cette période de l'année. Une neige légère était tombée pendant la journée, recouvrant la toundra d'une fine couche immaculée de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le soir, le ciel s'était dégagé et le calme régnait. La température était tombée à 4 degrés Beaucaire, une température fraîche, mais tout à fait agréable pour l'Alaska. Le père et le fils terminèrent sur leur travail, dînèrent dans leur tente chauffée et se préparèrent à traiter les échantillons de la journée. Vers 7h du soir, Elias se leva et dit qu'il voulait faire une petite promenade. « Je vais aller à la station météo pour vérifier les capteurs. Je serai de retour dans 20 minutes, dit-il. La station météo n'était qu'à quelques centaines de mètres du camp. Une structure simple, composée d'un trépied et de quelques instruments. C'était une tâche quotidienne routinière. Elias enfila ses bottes et une veste chaude et quitta la tente. Samuel, absorbé par son travail, ne remarqua pas immédiatement que le temps avait passé. Lorsqu'il leva les yeux de son microscope et regarda sa montre, il était presque 8 heures.
Elias n'était toujours pas de retour. Samuel sortit de la tente. Le silence était absolu. Pas seulement le silence, mais un vide. Il n'y avait pas le moindre bruit de vent, pas un cri d'oiseau nocturne, pas un bruissement d'herbe. Ce silence assourdissant et anormal le mit mal à l'aise pour la première fois. Il appela son fils. Pas de réponse. Il attrapa une lampe torche puissante et suivit les traces. Elles étaient clairement visibles dans la neige fraîche, des empreintes nettes des bottes de son fils. En tant que scientifique, la première chose que Samuel remarqua fut la nature des traces. Elles étaient parfaitement droites. Les pas étaient réguliers, assurés, sans signe de précipitation ou de panique. Elias n'avait pas zigzagué ni regardé autour de lui. Il avait marché en ligne droite, comme s'il suivait une règle, vers un petit ruisseau qui coulait à proximité. Et là, au bord même de ce ruisseau, Samuel Holloway, un homme qui croyait aux lois de la physique, fut confronté à l'impossible. Les empreintes de son fils atteignaient le bord de l'eau et s'arrêtaient. Le ruisseau était étroit, environ 5 mètres de large. En raison du gel récent, il était complètement gelé jusqu'au fond. La glace était lisse, solide et, surtout, recouverte d'une couche intacte de neige fraîche. Il n'y avait pas une seule empreinte de pas dessus. Il n'y en avait pas non plus sur la rive opposée. Samuel braqua sa lampe torche dans toutes les directions. Les empreintes d'Elias ne déviaient pas ni à gauche ni à droite. Elles ne menaient pas en arrière. Il n'y avait aucun signe qu'il ait glissé ou soit tombé. Il n'y avait aucune marque, aucun signe de lutte, rien. Juste une ligne droite d'empreintes qui atteignait le ruisseau gelé et s'arrêtait, comme si Elias avait décollé verticalement à cet endroit. Submergé par l'horreur, mais essayant toujours de réfléchir logiquement, Samuel traversa le ruisseau plusieurs fois dans les deux sens. La glace était dure comme de la pierre. Il marcha des centaines de mètres le long du ruisseau. Rien. Pas une seule fissure, pas un seul affaissement où il aurait pu tomber. Pas une seule empreinte sur l'autre rive. De retour à la dernière empreinte, il l'éclaira à plusieurs reprises avec sa lampe torche, essayant de trouver une explication. Mais il n'y en avait pas. Cette nuit-là, Samuel Holloway ne dormit pas. Il réchauffa toutes les fusées éclairantes dont il disposait et les tira dans le ciel noir et sans étoiles toutes les demi-heures. Le matin, dès que le téléphone satellite capta un signal, il contacta les services de secours. Sa voix était calme et il parlait comme un scientifique, énonçant des faits. Mais derrière ce calme se cachait l'horreur glaciale d'un père dont la réalité avait été brisée. L'équipe de secours est arrivée en hélicoptère à midi. Elle était dirigée par Frank McGregor, un vétéran des opérations de recherche et de sauvetage en Alaska. Il a écouté le récit décousu mais précis de Samuel et s'est immédiatement rendu au ruisseau. Ce qu'il a vu l'a choqué, même lui. En 20 ans de carrière, il avait vu des dizaines de cas tragiques et étranges, mais jamais rien de tel. C'était comme une image sortie d'un tour de magie, raconta-t-il plus tard. Il y avait des traces, une barrière, puis plus rien. Le vide total. Nous avons documenté et photographié chaque centimètre carré. Nous avons amené des chiens, et c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. 2 chiens de recherche expérimentés ont suivi la piste depuis le campement avec assurance. Ils ont suivi les traces d'Elias à la lettre. Mais au ruisseau, là où les traces s'arrêtaient, les chiens se sont figés sur place. Ils se mirent à gémir, à tourner en rond. Puis, la queue entre les pattes, ils tentèrent de rebrousser chemin. Ils ne pouvaient de plus suivre la piste. Ils ne pouvaient pas le sentir sur la glace, sur l'autre rive, ni dans l'air. Leur comportement indiquait non seulement qu'ils avaient perdu la piste, mais aussi qu'ils étaient complètement désorientés, voire effrayés. C'était comme si la source de l'odeur avait tout simplement cessé d'exister à cet endroit. Les recherches se poursuivirent pendant 6 jours. Les sauveteurs, les bénévoles et les gardes forestiers passèrent la zone au peigne fin.
Ils ne trouvèrent rien. Pas le moindre indice, pas le moindre objet abandonné. Le temps, comme pour les narguets, était clair et calme, rendant l'absence de résultats encore plus inquiétante. Samuel Holloway, resté au camp, devenait lentement fou d'impuissance. Lui qui connaissait bien cette région sauvage, savait que son fils ne pouvait pas s'être simplement perdu. Il s'était passé autre chose. Le 7e jour, un pilote d'hélicoptère survolant les pentes les plus élevées aperçut un morceau de tissu sombre sur un éboulis gris. Il se trouvait à environ 400 mètres du ruisseau, mais beaucoup plus à l'haut sur la colline. Il était impossible d'atteindre cet endroit depuis l'endroit où Elias avait disparu, car la pente était raide et impraticable. L'équipe au sol arriva sur place quelques heures plus tard. C'était la veste d'Elias, une parka épaisse et chaude. Elle n'était pas simplement posée sur les deux rochers. Elle était coincée sur une corniche rocheuse et recouverte de petites pierres. La veste était sale, tachée d'une substance sombre, peut-être de la boue ou de la vase, bien qu'il n'y ait pas de marécage à proximité. Et elle était déchirée. 3 longues déchirures parallèles baillies dans le dos et sur la manche. Les experts qui l'ont examinée plus tard ont conclu que les déchirures ne ressemblaient mille pas aux marques laissées par les dents ou les griffes d'un ours ou d'un loup. Le tissu n'avait pas été coupé, mais déchiré, comme s'il avait été étiré avec une force incroyable dans différentes directions. Cette découverte a complètement détruit toutes les explications rationnelles. Est-elle tombée à travers la glace? La glace était intacte. A-t-elle été attaquée par un animal? Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de sang. Les chiens se comportaient bizarrement, et la veste présentait des dommages inhabituels. Est-elle partie de son plein gré? Les traces étaient gagnées droites et s'interrompaient sainte. Pourquoi aurait-elle gravi une pente raide dans l'obscurité, sans veste, par un froid de -4 degrés? Cela défie l'instinct de survie. Un enlèvement par un être humain, dans l'un des endroits les plus sauvages et les plus déserts de la planète, sans la moindre trace d'une autre personne dans la neige? Absurde. Le phénomène de déshabillage paradoxal, qui survient parfois en cas d'hypothermie sévère, ne correspondait pas non plus. Elias avait disparu depuis trop peu de temps pour être gelé à ce point. Et cela n'expliquait pas comment il avait parcouru 400 mètres à travers la neige et les rochers sans laisser la moindre trace. Les recherches ont été abandonnées au bout de 2 semaines. Elias Holloway n'a jamais été retrouvé. Le rapport officiel était court et vague. Disparu dans la nature. En privé, les sauveteurs ont déclaré que cette affaire leur avait laissé un sentiment pesant. Le sentiment d'avoir touché quelque chose qui dépassait leur expérience et leur compréhension. Samuel Holloway a quitté l'Alaska 1 mois plus tard. Il n'est jamais retourné sur le terrain. Homme de science, il s'est retrouvé seul avec une série de données impossibles à systématiser. Une ligne droite d'empreintes dans la neige menant à nulle part. Le silence anormal qui enveloppait le campement. Et une veste déchirée sur un versant montagneux glacial. Ces 3 faits ont bouleversé son univers. L'histoire d'Elias Holloway est devenue un autre chapitre silencieux et insoluble du vaste livre des disparitions inexpliquées. Elle nous rappelle que dans le grand silence de la nature sauvage, il existe des phénomènes pour lesquels l'humanité n'a pas encore trouvé de loi ni d'explication. Il n'y a que des questions et des traces qui s'arrêtent au bord d'un ruisseau gelé. La réserve naturelle nationale de Noatak, dans le nord-ouest de l'Alaska, est l'un des derniers endroits véritablement sauvages de la planète. Ce n'est pas un parc au sens habituel du terme, avec des sentiers et des terrains de camping. C'est un territoire vierge de 6,5 millions d'acres, où la géographie semble encore provisoire et la présence humaine fugace et déplacée. Dans cette terre de rivières, de montagnes
et de toundra infinie, il existe des endroits où aucun être humain n'a jamais mis les pieds. Et c'est ici, au cœur de ce silence, que la famille Tom est arrivée à l'été 1981 pour faire le voyage de ses rêves. Ils ne savaient pas que ce voyage allait se transformer en un cauchemar sans fin et que le nom de leur fils, Harlan, allait s'ajouter à la liste silencieuse mais inquiétante de ceux que cette terre a emportés sans laisser de traces ni de réponse. Ray et Janice Tom n'étaient pas étrangers à l'aventure. Ray, un géologue de 42 ans, avait passé la majeure partie de sa vie en expédition sur le terrain. Janice, sa femme de 40 ans, était professeure de biologie au lycée et passionnée de randonnée. Leur fils de 14 ans, Harlan, était le fruit de leur amour pour la nature sauvage. Dès son plus jeune âge, ils l'avaient emmené avec eux pour lui apprendre à monter une tente, à faire un feu, à lire une carte et, surtout, à respecter et à comprendre un monde où les humains ne sont que des invités. Harlan était un adolescent calme et observateur qui préférait le silence de la forêt au bruit de la ville. Une descente de la rivière Kugurak dans la réserve naturelle nationale de Noatak devait être sa première épreuve difficile, presque adulte. Ils se préparaient à ce voyage depuis près d'1 an. Ils avaient étudié les cartes avec soin, acheté le meilleur équipement disponible à l'époque et planifié leur itinéraire. Au début du mois d'août 1981, un petit hydravion les déposait sur la rive de la rivière, où ils commençaient leur périple. Les 2 premiers jours se déroulaient exactement comme ils l'avaient imaginé. Traversée difficile, paysage à couper le souffle et sentiment d'unité totale avec la nature et entre eux. Ils apercevaient des grizzlies à distance respectable et des troupeaux de caribous traversant la toundra. Tout se passait comme prévu. Le soir du 3e jour, ils installèrent leur campement sur une langue de terre sèche et herbeuse au bord de la rivière. La journée était claire et chaude. Ray alluma un feu pendant que Janice préparait le dîner. Le soleil se couchait déjà à l'horizon, peignant le ciel de nuances incroyables d'orange et de violet. Il n'avait même plus d'eau potable. Harlan, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant, prit 2 gamelles vides et une lampe frontale, même s'il faisait encore relativement clair. « Je vais aller chercher de l'eau à la rivière, » dit-il. La rivière n'était qu'à 30 mètres de la tente et on l'entendait clairement. « D'accord, fais attention près du bord, c'est glissant, » répondit Janice, sans lever les yeux de sa cuisson. « Je fais vite, » dit Harlan, avant de disparaître derrière les buissons de saules bas qui poussaient des près de l'eau. Ce furent les derniers mots qu'ils entendirent. 15 minutes dans le monde ordinaire, ce n'est rien. Dans la nature sauvage de l'Alaska au coucher du soleil, cela peut être une éternité. Pendant les 5 premières minutes, Ray et Janice ne s'inquiétèrent pas. Mais lorsque 10 minutes s'écoulèrent et qu'Harlan n'était toujours pas revenu, Ray posa le bois et appela « Harlan, ça va ?» La seule réponse fut le bruit de la rivière et le crépitement du feu. Janice sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Il a peut-être décidé de laver les casseroles, » dit-elle à son mari, mais sa voix manquait de conviction. Au bout de 15 minutes, Ray attrapa sa lampe torche. « Je vais aller voir, » dit-il. Il atteignit le bord de l'eau en 1 minute. Il n'y avait personne sur la plage de galets. 2 casseroles remplies, à ras-bord, se trouvaient au bord de l'eau. Harlan avait disparu. Ray braqua sa lampe de poche de l'autre côté de la rivière. Rien. Il cria le nom de son fils, mais son cri, plein d'angoisse, fut couvert par le bruit de l'eau. Janice courut vers lui, le visage blanc de peur. Ensemble, ils se mirent à fouiller le rivage, scrutant chaque ombre, chaque buisson. Ils crièrent son nom encore et encore, jusqu'à en perdre la voix. Mais aucune réponse. Le sol près de la rivière était rocailleux, et il n'y avait aucune empreinte. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de sang,
rien qui puisse indiquer une attaque animale. Leur fils, leur garçon de 14 ans, avait tout simplement disparu, alors qu'ils s'étaient éloignés de 30 mètres du campement pour aller chercher de l'eau. Ils ne dormirent pas de la nuit. Ils allumèrent un grand feu et tirèrent des fusées éclairantes dans le ciel. À l'aube, Ray, suivant un plan d'urgence préétabli, activa la balise radio de détresse. C'est ainsi que commença une attente angoissante. Les sauveteurs ne purent les rejoindre que tard le lendemain. Après avoir écouté le récit confus des parents affligés, ils lancèrent des recherches systématiques. Les 2 premiers jours ne donnèrent aucun résultat. C'était comme si le garçon s'était évaporé. Tous les espoirs reposaient désormais sur l'équipe cynophile, arrivé le 3e jour des recherches. C'est alors que cette histoire commença à basculer du tragique vers l'inexplicable. 2 bergers allemands, spécialement dressés pour rechercher des personnes en milieu sauvage, repérèrent facilement la trace d'Arlène près de la tente. Mais la piste ne les a pas menés à la rivière où se trouvaient les casseroles. Elle les a conduits dans la direction opposée, vers un fourré épais et presque impénétrable de saules et d'aulnes, à une centaine de mètres du campement. Les chiens ont suivi la piste avec assurance, et les sauveteurs se préparaient déjà à trouver le garçon blessé ou effrayé dans les buissons. Mais, à environ 10 mètres avant d'atteindre le fourré, les 2 chiens se sont arrêtés brusquement. Leur comportement changea en un instant. Ils gémirent et les poils de leur cou se hérissèrent. Ils commencèrent à résister, refusant d'avancer. Les maîtres chiens, des spécialistes expérimentés, tentèrent de les faire bouger, mais les chiens tombèrent dans un état proche de la panique. Ils grognaient, mais pas contre quelque chose en particulier, juste contre le fourré lui-même, et reculaient, essayant de se libérer de leur collier. Les sauveteurs étaient perplexes. Ils n'avaient jamais vu une telle réaction. Les chiens n'avaient ni pas peur de l'odeur d'un ours ou d'un loup. Ils étaient entraînés à travailler dans de telles conditions. Ils avaient peur de quelque chose d'autre, quelque chose qui faisait que leur instinct de survie prenait le dessus sur tous les ordres. La piste d'Arlène menait tout droit à ces buissons. Puis, à en juger par la réaction des chiens, elle s'était soit interrompue, soit mélangée à quelque chose qui leur inspirait une peur primitive. Après avoir passé les fourrés au peigne fin, les sauveteurs ne trouvèrent rien. Aucune trace, aucun indice, aucun signe d'Arlène. Les recherches avaient atteint leur première impasse, la plus étrange. L'échec des calculs canins marqua un tournant dans l'affaire de la disparition d'Arlène Tom. Jusqu'à ce moment-là, les sauveteurs avaient été confrontés à une situation tragique, mais potentiellement explicable. Ils se trouvaient désormais face à quelque chose qui ne correspondait à aucune de leurs années d'expérience. L'atmosphère dans le camp de recherche changea. Le professionnalisme était toujours présent, mais il était mêlé à un sentiment d'angoisse oppressant, l'impression d'avoir envahi un territoire où d'autres règles s'appliquaient. Les recherches devinrent plus prudentes. Les gens regardaient plus souvent autour d'eux, écoutant le silence entre les rafales de vent. Au 4e jour des recherches, l'un des groupes passait méthodiquement au peigne fin, une pente boisée à environ 1 kilomètre du camp. C'était un travail routinier et épuisant. Puis, l'un des volontaires, un ancien soldat nommé Mike, s'est arrêté et a levé les yeux. Contre le ciel gris, il a remarqué une tache sombre sur la branche d'un grand mélèze. Elle était trop régulière pour être un nid ou un amas d'aiguilles de pin. À l'aide de jumelles, il a confirmé son intuition. C'était une lampe frontale. La découverte était étrange dès le départ. La lampe frontale était suspendue à une branche épaisse et nue, à environ 3 mètres de hauteur. Elle n'avait pas été simplement jetée là. Une sangle élastique avait été soigneusement enroulée autour de la branche, comme si quelqu'un l'avait retirée de sa tête et l'avait suspendue. Pour faire cela,
Une personne aussi grande qu'Arlen aurait dû soit sauter, soit grimper à quelque chose. Mais le sol sous l'arbre était recouvert d'une épaisse couche de mousse intacte. Il n'y avait ni empreinte de pas, ni branche cassée. Le tronc de l'arbre était lisse, sans aucune éraflure qui aurait pu être laissée par des bottes lors de l'escalade. L'interrupteur de la lanterne était en position éteint. Ce détail était alarmant. Une personne perdue dans les bois, la nuit n'éteint pas sa seule source de lumière, et certainement pas en la suspendant à une branche de haute où elle serait difficile à atteindre. Ce geste était dépourvu de toute logique de survie. Il s'apparentait davantage à un rituel ou à un signe. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Les sauveteurs fouillèrent chaque centimètre carré autour de l'arbre. Il n'y avait rien, aucune trace, aucun autre objet. Seule cette lampe de poche solitaire, suspendue silencieusement au-dessus de leur tête. Les recherches se poursuivirent. Ray et Janice, dont les visages étaient devenus des masques gris de chagrin, au cours des derniers jours, refusaient de quitter le camp. Ils s'accrochaient à un mince espoir. Mais chaque jour qui passait, cet espoir s'estompait, laissant place à un désespoir froid et visqueux. Le 9e jour, alors que les recherches officielles étaient sur le point d'être abandonnées, une autre équipe fit une dernière découverte. Loin de l'endroit où la lanterne avait été trouvée, dans des buissons épais, au pied d'un vieil arbre, gisait une botte, la botte d'Arlen. Elle était sèche et propre, à l'exception de quelques feuilles collées dessus. Elle n'était ni déchirée, ni endommagée. Les lacets étaient complètement défaits. Elle semblait avoir été soigneusement retirée et placée dans les buissons. Il n'y avait aucun signe de l'autre botte à proximité. Et là encore, comme dans les cas précédents, il n'y avait absolument aucune trace autour. Cette découverte fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle ajoutait un élément supplémentaire au tableau caractéristique des cas de disparition les plus étranges, le déshabillage paradoxal. Mais cela ne ressemblait pas aux actes d'une personne en hypothermie qui, à l'agonie, arrache ses vêtements. C'était méthodique. La lampe torche avait été éteinte et suspendue. La botte avait été retirée, délacée et replacée à sa place. Chaque geste était délibéré. Mais par qui? 2 semaines plus tard, les recherches actives ont été suspendues. Arlen Tom a été porté disparu. Ray et Janice ont quitté Noatak, emportant avec eux un vide qui ne serait jamais comblé. Le rapport officiel, rédigé plus tard, était truffé d'omissions et d'hypothèses. La version la plus plausible était celle d'une attaque par un prédateur, malgré l'absence totale de preuves. C'était la seule façon de clore une affaire qui n'avait pas de solution rationnelle. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une année s'écoula. Le nom d'Arlen Tom devint une autre tragédie silencieuse dans l'histoire de l'Alaska. À l'automne 1982, un chasseur professionnel, un Indien Inupiat, vérifiait ses pièges dans une région rarement fréquentée, même par les habitants. Il se trouvait à des dizaines de kilomètres du campement de la famille Tom. Pour s'y rendre, il devait traverser une rivière et escalader un haut plateau balayé par le vent. Un désert rocheux où presque rien ne poussait. Aucun sentier touristique ne menait à cet endroit. En passant entre 2 énormes rochers, couvertes de lichen, le chasseur remarqua un reflet sur le sol. Il se baissa et ramassa l'objet. C'était un simple bracelet fait à la main, tissé à partir de fils colorés et décoré d'une petite perle métallique. Plus tard, Janice Tom le reconnut. C'était un cadeau qu'elle avait fait à son fils pour son 14e anniversaire. Le bracelet qu'il n'avait jamais enlevé. Il gisait sur le sol, exactement entre 2 rochers, comme s'il avait été placé là exprès. Le chasseur, un homme qui avait grandi dans cette région et connaissait le langage de la nature, regarda autour de lui. Il n'y avait ni os, ni lambeaux de vêtements, ni aucun autre signe de présence humaine. Seul cet objet minuscule,
fabriquée par l'homme, au cœur d'un désert vaste et indifférent, sur un plateau où un garçon de 14 ans, même s'il avait survécu, n'aurait jamais pu atteindre. Cette dernière découverte fut l'épilogue le plus effrayant de l'histoire d'Arlen Tom. Elle confirmait une fois pour toutes que sa disparition n'était pas le fruit du hasard ou d'un prédateur. Il s'agissait d'une série d'actions délibérées qui échapperont totalement à la logique humaine. Des cruches d'eau laissées près de la rivière, une odeur menant à des buissons que les chiens craignent, une lanterne suspendue à 3 mètres de hauteur, une seule chaussure, et enfin un bracelet, transporté à des dizaines de kilomètres de là et laissé au sommet d'un plateau désert. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un qui essayait de cacher des preuves. Cela ressemblait plutôt à une série de détails inexplicables, une sinistre exposition où les effets personnels du garçon servaient de pièce à conviction. C'était comme si une force ou une créature ne s'était pas contentée de l'emmener. Méthodiquement, étape par étape, elle l'avait démembré, laissant à ses parents et à ses sauveteurs ces mystères insolubles comme seul souvenir de leur fils. Nous ne saurons jamais ce qui est arrivé à Arlen Tom pendant ces 15 minutes passées près de la rivière Kugorak. Cette histoire fait même croire aux sceptiques les plus fervents qu'il existe autre chose. Et voilà, ces histoires ne sont qu'une petite partie de ce que cache l'Alaska. Ici, les gens disparaissent de telle manière que même les pisteurs et les sauveteurs les plus expérimentés baissent les bras, désespérés. La logique s'effondre, les théories ne tiennent pas la route, et les indices parfois trouvés semblent se moquer de l'esprit humain. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires laquelle de ces histoires vous semble la plus effrayante. D'autres enquêtes et disparitions inexpliquées vous attendent. Ne les manquez pas, à la prochaine fois.